Les débats de ce matin, Franck, bonjour. Bonjour. Fabrice, bonjour. Bonjour Tanguy. On parlait donc des élections, notamment aux États-Unis. C'est aujourd'hui le grand jour au pays de l'oncle Sam. Sam. Voilà. C'est bien ça? Ouais, bien ça. D'accord. On a donc appelé à désigner leur prochain président, notamment le 47e. Est-ce que ce sera un homme ou une femme? C'est la grande question en tout cas. Et tous les regards qui sont tournés justement vers Washington. Et j'ai l'impression que toute la planète s'est arrêtée. En quoi est-ce que ce qui se passe là-bas devrait nous intéresser, nous, en Afrique, Franck? Ben, parce que, vous savez, les États-Unis, c'est une grande démocratie, c'est une grosse puissance et que tout ce qui se passe aux États-Unis pourrait avoir des impacts sur l'ensemble du monde. Vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez le cas de la Russie, par exemple, la dernière guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous avez vu les impacts, les tentacules les impacts que ça a eu à travers le monde entier. Par endroits, on a senti le coût du blé qui a augmenté, on a senti beaucoup de mouvements, on a eu même des ralliements, des gens qui ont pris position par rapport à cette guerre. Et donc, en termes de géopolitique, en termes d'idées à défendre, en termes de positionnement stratégique, eh bien, tout ce qui est fait par les grandes puissances intéresse même les petites puissances, les petites nations, pardon, qui se trouvent à travers le monde. Donc, tout ce qui se passe aux États-Unis intéresse pratiquement la planète parce que ça n'est pas que l'affaire des Américains. Deuxième chose, c'est que lorsque vous voyez l'histoire des États-Unis, ce pays a été bâti par des frères noirs, des gens qui ont participé, disons, aux efforts des Américains et qui ont réussi à apporter leur pied à l'édifice. Et donc, on se considère en partie comme Américains parce que nous avons les nôtres qui ont, à un moment donné de l'histoire, œuvré pour bâtir certains pans de la nation là-bas aux États-Unis. Donc, on ne peut pas se passer de s'intéresser à ces grands événements-là qui se produisent au niveau des USA. Après, on peut également voir qu'en termes de politique extérieure, en termes d'intérêt, il y a beaucoup de choses que nous faisons avec les États-Unis, des accords de partenariat, le renforcement des partenariats sur le plan économique et des investissements qui sont faits également sur le continent, si nous ne considérons que le continent africain, mais sur d'autres continents également. Eh bien, pour définir la politique extérieure, on doit tenir compte des intérêts entre ces États et puis les États-Unis, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de considérations qui font que les élections aux États-Unis, notamment, préoccupent presque tout le monde à travers le monde entier. Eloïs? Ouais. C'est vrai que vous avez bien précisé qu'on a comme l'impression que le monde s'est arrêté et que tous les regards sont tournés vers le pays de l'oncle Sam. C'est vrai, c'est une grande démocratie et certains se plaisent bien à dire que c'est l'industrie de la démocratie, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire également par rapport à cette industrie de démocratie. Déjà, il faut reconnaître une chose. Quand il y a élection, surtout l'élection d'un pays de cette ampleur, les autres pays qui, a priori, dépendent de cette grande démocratie se disent déjà qu'il faut suivre de près pour savoir les orientations qu'ils vont suivre. Parce que chaque candidat vient avec des priorités. C'est vrai que l'État est une continuité, mais la priorité du candidat sera en réalité ce qui va déterminer les relations avec les autres pays. Les pays qui collaborent, qui coopèrent avec justement cet État-là. Donc, quand nous avons en face un candidat républicain, une candidate démocrate, on connaît déjà à peu près les priorités de chacun des deux camps. Si Donald Trump venait à être élu, on sait déjà que il a des priorités bien connues que beaucoup connaissent et il a également des axes prédéfinis qu'il a d'ailleurs vanté tout au long de sa campagne. Et si éventuellement c'est Kamala Harris qui prend, on sait aussi qu'il y aura encore d'autres priorités qui ne sont pas toujours des priorités dans le sens de Donald Trump. Ça peut vous dire déjà que tous les pays africains, en général, vont se dire qu'il faut attendre le verdict des urnes pour savoir comment réorienter la politique vis-à-vis du nouveau pensionnaire de la Maison-Blanche. Ceci étant, quand vous avez aujourd'hui une élection de cette envergure,
c'est que vous devez voir comment redéfinir les politiques et les stratégies. Quand je prends par exemple le African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui peut redéfinir la manière dont les produits africains peuvent être exportés vers les États-Unis, on sait déjà que tout dépendra des résultats des urnes. Quand on sait aussi que par rapport au problème de changement climatique et consorts, et on sait que la politique des États-Unis, c'est parfois pour accompagner, sinon très souvent pour accompagner les pays en voie de développement, sinon les pays les moins développés, est-ce qu'il y aura encouragement dans les aides ou il y aura réduction? Tout sera par rapport à la définition que le candidat qui sera désormais investi président des États-Unis aura choisi. Donc, c'est une continuité certes, mais chaque candidat vient avec ses priorités et justement, ces priorités sont suivies de très près. Donc, mais comme l'a dit également Franck, c'est vrai qu'on sait que les États-Unis d'Amérique et l'Afrique ont des liens séculaires à travers l'histoire, à travers tout ce que nous savons. Donc, au-delà de tout ça, on se dit, les États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de Noirs là-bas, il y a beaucoup de Noirs en Afrique. On suit de très près tout ce qui se passe. Et quand on parle des États-Unis, vous n'allez pas savoir que c'est l'une des grandes puissances du monde, même si éventuellement il y a aussi élections en Russie, on va suivre ça de très près. S'il y a élections ailleurs dans d'autres pays aussi puissants, on va les suivre de très près parce que ce sont des pays qui déterminent souvent les politiques autour des autres États qui sont moins avancés, qui sont moins puissants. Oui, mais comme vous dites, oui, ils ont de l'investissement qu'ils font, ils ont des programmes en direction, etc. Ouais. Oui, mais ça, c'est des jeux entre États, c'est des considérations entre États. Mais même que les populations, à la base, commencent à nourrir des engouements, à manifester un engouement pour des intérêts pour ce genre de rendez-vous, c'est assez curieux, Franck. Oui. Quand vous parlez des populations à la base, vous parlez de qui? C'est peut-être des étudiants, c'est peut-être des gens qui ont un certain niveau d'études et qui comprennent un peu comment fonctionne aujourd'hui le monde. Il y a des jeunes aujourd'hui, quand vous les interrogez, tout leur rêve, c'est d'aller peut-être aux États-Unis. Et donc, quand des gens se nourrissent d'un tel rêve et qu'il y a élection là-bas, c'est bien normal qu'ils s'intéressent à ce qui se passe. Mais au-delà de cela, tout le temps, on a chanté que les États-Unis, c'est une grosse puissance. Les États-Unis, presque l'avenir du monde se décide là-bas. On ne peut rien faire aujourd'hui sans évoquer cette puissance-là au plan mondial. Et donc, ce discours, ça traverse les contrées. Ce discours, ça traverse les âges, ça traverse les générations. Et lorsqu'on parle d'élection, vous voyez, même chez nous ici, nous avons même l'habitude de faire, presque 12 mois de politique. Vous commencez la politique le 1er janvier, on finit le 31 décembre et on ne fait que cela. Et ça intéresse plus les populations. Lorsqu'on parle des migrants qui vont échouer peut-être à des côtes américaines qu'on rapatrie ici, et des jeunes qui refont encore l'expérience malgré les risques, et qu'on parle d'élections là-bas, les gens veulent savoir, mais est-ce que finalement on va nous laisser partir? Est-ce que finalement les États-Unis vont nous ouvrir leurs frontières, leurs côtes pour qu'on puisse aller, nous chercher là-bas, nourrir nos rêves? Et donc, lorsqu'on met tout cela ensemble, et vous voyez même au niveau de la cinématographie, au niveau de leur culture qu'ils importent, au niveau de dans plusieurs domaines, les Américains sont présents à travers le monde. Donc, tout ce qui se fait là-bas, ça intéresse parce qu'on se dit, c'est une grosse puissance et qui a son mot à dire dans ce que nous faisons. Même dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce sont des pays qui ont pris, position. On ne parle pas, lorsque vous parlez des élections en France, ça intéresse parfois même moins que ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ont pris leur hégémonie et tout ce qu'on fait aujourd'hui, vous voyez même l'anglais qui prend du pas sur le terrain, et lorsque vous comprenez l'anglais qui est parlé aux États-Unis, vous êtes plus bien écouté que le broken, vous êtes plus, pris au sérieux que l'autre anglais qui est parlé. Donc, lorsque vous prenez tout cela, c'est bien normal que même les jeunes s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis. On se rappelle également cet attentat du 11 septembre
quand ça s'est produit, tout le monde avait les yeux rivés sur les États-Unis. Et donc cette question-là, également, ça préoccupe la question de la sécurité. Est-ce que celui qui va venir pour diriger les États-Unis pour les prochaines années va pouvoir lutter contre le terrorisme? Est-ce que donc toutes ces questions font que on s'intéresse, et lorsque vous allez sur les réseaux sociaux également, ça inonde cette information. Vous tapez aujourd'hui sur Facebook, il y a quelque part dans un coin, vous voyez élection aux États-Unis, on en parle, et donc on s'interroge, mais pourquoi autant d'intérêt pour ces événements? Et les gens sont obligés de s'y accrocher, de s'informer, de prendre les nouvelles de ce pays. Notre deuxième axe de discussion, rapidement. Très rapidement, justement, c'est vrai que le véritable problème, c'est que tout le monde s'intéresse au flux migratoire, à la politique migratoire. Et les Africains, très souvent, se disent, quelle sera la politique qui sera définie lorsque le candidat qui sera élu deviendra... Tout ce qui nous intéresse, c'est l'immigration. Non, il n'y a pas que l'immigration. L'immigration, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est que comme on aime tellement le dire, que c'est une industrie de la démocratie, chaque élection aux États-Unis est un test que le monde suit. Les gens se disent, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et beaucoup de personnes tirent des leçons et même en font, disons, des repères pour pouvoir orienter leur politique au niveau des autres pays. Donc, quand ces élections, quand on dit élections dans ces grandes démocraties se passent, vous avez vu déjà le système assez complexe du système électoral des États-Unis. Ce sont des aspects que très souvent d'autres pays suivent de près pour voir, compte tenu de ces aspects complexes, comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir. C'est également une école de démocratie pour la plupart des autres États. C'est vrai que c'est une école de démocratie, mais elle est toujours à parfaire. Allez, deuxième axe de nos discussions, on va parler... on va se focaliser sur ces différents candidats. On a deux femmes, enfin un homme et une femme. On a l'ancien président qui a dirigé le pays il y a 8 ans et qui a dû donc céder son fauteuil à celui qui est finissant actuellement, Joe Biden. Et en face, on a Kamala Harris qui a quand même été la vice-présidente de celui qui est finissant, Joe Biden. On va commencer déjà par celui qui a dirigé pour une fois les États-Unis déjà. Quelles sont ses chances de retour au pouvoir? Bonjour Eric, quelles sont ses chances de retour au pouvoir? Aujourd'hui, selon les statistiques, c'est que les deux candidats sont au coude à coude. Donc, Donald Trump a toutes les chances de revenir au pouvoir. Comment on dit, les gens, enfin, pour ceux qui scrutent véritablement les élections aux États-Unis, ne s'imaginent même pas que Donald Trump puisse véritablement tenir dans ses jours de campagne électorale. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ces chances-là assez intéressantes de l'homme qui a déjà dirigé les États-Unis une fois, dont on connaît le bilan, et qui est parti dans les circonstances dans lesquelles on se rappelle, avec l'attaque sur le Capitole, etc., qui a tenu quand même l'image de la démocratie dans ce pays, dit-on. Qu'est-ce qui peut expliquer ces choses-là? Ce qui explique, c'est qu'il a toujours son électorat. Ça n'a pas varié, il n'a pas dégringolé dans, comment on dit, dans les statistiques pour ces Américains qui croient en lui et qui pensent que avec lui, l'Amérique d'abord, voyez-vous, ce discours qui concentre véritablement sur les Américains, n'est-ce pas, comment on dit, face à ce discours du côté des démocrates où il faut quand même, comment on dit, avoir une forme d'ouverture, lui, il ramène tout à l'Amérique et tout à l'américain, très conservateur, vous imaginez. Donc ce discours n'a pas cessé, n'est-ce pas, de toucher le cœur des Américains et de son électorat. Et ce qui fait que Donald Trump est toujours dans les sondages, il bouscule toujours véritablement. Et donc c'est justement ce qui le met toujours en pole position et qui, comment on dit, amène certains observateurs à estimer qu'il a toutes ses chances, n'est-ce pas, de revenir à la tête de ce pays. Alors Rich, comment on s'explique ça? Quelqu'un qui a perdu les élections il y a 4 ans, à partir dans ce contexte-là. D'ailleurs, il a même clamé tout au long des 4 années passées. Il continue d'ailleurs de le clamer qu'il n'a jamais perdu les élections. Ouais. Alors là, est-ce que c'est vraiment qu'on lui a volé sa victoire? C'est quand même curieux. Hein? Le président son temps à qui on vole les élections. C'est du Donald Trump. Ah oui, ça c'est vrai ça. Alors comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça? A-t-il vraiment gagné les élections ou pas, visiblement?
On ne va pas revenir sur il a gagné ou il n'a pas gagné. Le plus important, c'est qu'il n'était plus à la Maison-Blanche. Et maintenant, il veut retourner à la Maison-Blanche. Et on a des éléments qui montrent qu'il est en bonne voie. C'est là toute la question. Parce que justement, aujourd'hui, quand vous regardez le paysage politique américain, on sent qu'il a le vent en poupe. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a senti un Joe Biden assez faible. Parce que, qu'on le veuille ou non, aux États-Unis, le président, on ne le voit pas que lui. On voit derrière lui son parti politique. Et c'est des partis forts. Quand Joe Biden, à un moment donné, a commencé par dégringoler dans les sondages, ce sont les démocrates qui prenaient tout le coup. À un moment donné, on s'est dit, qui peut remplacer Joe Biden? Qui a la poigne qu'il faut pour pouvoir le faire? Donald Trump s'est représenté. Et à partir de cet instant, les gens se sont dit, bon, il dit qu'on lui a volé les élections. Il vient pour peut-être rempiler. Alors, est-ce qu'il fait vraiment l'unanimité? Mais quand on regarde, en fait, beaucoup de personnes ne voient que Donald Trump, mais au-delà de Donald Trump, ou derrière Donald Trump, il y a beaucoup de choses. Quand vous savez qu'il y a derrière lui les firmes pharmaceutiques qui ne sont pas moindres, quand vous avez derrière lui le secteur pétrolier, qui n'est pas un secteur à négliger, quand vous savez derrière lui le secteur aérien, qui n'est pas des moindres non plus, quand vous avez derrière lui le secteur de la défense, c'est-à-dire là, nous avons beaucoup plus les firmes d'armes et autres, tout ça. Et quand vous avez le système de la crypto-monnaie qui est aussi avec lui, vous devez savoir que c'est une base assez solide. Parce que tout le monde ne voit que Donald Trump, la personne, l'individu, le personnage, mais au-delà, nous devons voir tout un système qui est... C'est bien normal qu'il ait autant de lobby derrière lui. Quand vous avez de tels lobbies, vous avez effectivement le vent à peau. Maintenant, tout se joue au coude à coude parce que, effectivement, Kamala Harris se retrouve dans une posture où les États-Unis sont à la croisée des chemins. Est-ce que les États-Unis vont opter aujourd'hui pour une femme à la Maison-Blanche ou faire empiler quelqu'un qui avait déjà fait son expérience à la Maison-Blanche et dont on connaît aussi le mandat? Ou qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est là véritablement. Mais il faut dire qu'il est venu avec l'avantage que les démocrates ont à un moment donné failli. Première chose, je pense qu'au cours du mandat de Joe Biden, il y a eu des problèmes que les Américains ont rencontrés. Par exemple, j'ai suivi une interview des Américains où l'on a parlé du pouvoir d'achat de l'Américain qui a baissé. Certains pays, certains produits qui, au temps de Donald Trump, par exemple, ont vu le prix un peu baisser. Dans certains secteurs où on a vu... Comme vous dites, pouvoir d'achat baissé aux États-Unis, les gens... Oui, c'est par rapport à leur niveau de vie. Les gens ne comprendront pas ici. On dit, mais... Non, c'est par rapport à leur niveau de vie. Même chez nous ici, à des moments donnés, le pouvoir d'achat, ça baisse. Si par exemple, pour les gens de la rue, enfin, les gens de bas niveau. Non, même ceux qui sont en haut, est-ce que le pouvoir d'achat baisse? Oui, parce que il y a des moments où les entrées qu'ils font baissent également. Les affaires ne marchent pas trop comme cela se doit, où il y a des moments où c'est plus faux. C'est plus... ça entre plus que pour certains moments. Alors, deuxième chose, c'est que Donald Trump ne s'est jamais reposé depuis qu'il a considéré qu'on lui a volé cette victoire-là, ces élections. Il a toujours travaillé, vous l'avez vu au front, il intervenait toujours. Et même les affaires dans lesquelles il s'est retrouvé, où il a plusieurs procès en attente, tout cela mettait l'homme en avant. Donc, les républicains ont travaillé à ce que l'image de Donald Trump ne s'efface pas parce qu'il a perdu les élections. Et c'est ce que parfois certaines personnes ne font pas, certains politiques ne font pas. Vous perdez les élections, allez, on se range, on ne mène pas des activités. Lui, il est resté sur la scène politique jusqu'aux prochaines élections, enfin jusqu'à ces élections, et il est entré officiellement dans la danse. Il y a également ce qui pourrait créditer un peu Donald Trump, sa politique. Eric l'a dit, c'est... Amérique, c'est les USA, ça ressemble un peu aux Américains. Même sa politique extérieure qui est en déphasage complètement avec celle de Joe Biden. Lui, l'Afrique n'est pas son souci. Oui, mais d'ailleurs, très peu d'Américains, en tout cas présidents américains, se sont vraiment intéressés de très près à ce qui est... Bon, c'est vrai qu'au niveau de Joe Biden, on a remarqué une certaine ouverture vers l'Afrique.
avec même Kamala Harris qui était sur le continent il n'y a pas, je crois que c'était en mars 2023, qui a fait le tour. Oui. Parce que... Barack Obama est venu faire le tour aussi. Il ne s'est pas pour autant rapproché de l'Afrique. Non, il y a eu quand même un renforcement des partenariats économiques sous Joe Biden. J'ai lu des informations sur le sujet où, au cours de son mandat, ils se sont ouverts un peu à l'Afrique, ce qui n'est pas du tout le cas de Donald Trump, qui n'a pas fait un seul déplacement sur le continent de 2017 à 2021. Ça en dit long. Et ça, par exemple, les gens veulent voir des États-Unis plus forts, des États-Unis, et le discours de Donald Trump, eh bien, ça réjouit certains 2020 Américains. À 2020, oui, c'est ça. En 2017 2016 à 2020. 2017 à 2021, je crois. Et donc, lorsque vous mettez tout ça ensemble, c'est normal que Donald Trump vienne encore en force, qu'il ait encore de l'énergie à revendre. Vous voyez, j'ai un peu de crainte parce qu'il y a certains grands États dans lesquels Donald Trump, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, la veille, ou bien le jour de l'élection, a été rejeté. Je pense par exemple à New York. Il est allé faire quand même un meeting là-bas, c'est vrai, mais est-ce que ça va lui profiter? Et donc c'est cela qui fait que c'est vrai, tous les sondages sont en faveur de Donald Trump, mais moi j'attends de voir quand même la décision des Américains, s'ils vont poursuivre dans cette lancée. Et il a beaucoup surfé sur les limites du pouvoir de Joe Biden. Et il y a un élément essentiel, moi, qui a retenu mon attention, c'est le fait que tout le monde espérait peut-être Joe Biden rester dans la course, mais qui au dernier moment a préféré laisser le choix à Kamala Harris pour contrer Donald Trump. C'est un élément déterminant pour les Américains également, qui vont se dire, mais pourquoi pas Joe Biden, pourquoi Kamala Harris? Parce qu'à un moment donné, personne n'a vu venir ce choix-là au niveau des démocrates. C'est un point déterminant. Allez, on va finir avec notre dernier axe. Ce sera... Je voudrais ajouter oui. que, vous savez, le discours de Donald Trump est un peu populaire. Vous savez, c'est le genre de personne qui ne marche par ses mots. Il peut y mettre de la vulgarité, n'est-ce pas, dans sa façon de dire les choses. Et on a un peu comme le sentiment que ce discours trouve écho auprès d'une bonne partie des Américains. Et mieux, quand vous prenez son Make America Great Again, où il faut rendre la fierté, justement, et la force à l'Amérique, comme on dit, Franck le relevait, on ramène tout aux États-Unis. Et que nous savons qu'aujourd'hui, dans ce pays qui est très très divisé, justement, où on ne se pose plus véritablement la question de voir quel chemin il faut prendre sur telle thématique, les armes à feu, avortement, immigration, et puis tout ça. Et donc, Donald Trump a conservé justement, comment on dit, une bonne partie de l'électorat, n'est-ce pas, avec ce discours qu'il a alimenté véritablement ces dernières années, et qui, comme on dit, lui apporte véritablement toute la confiance pour la suite de sa marche vers la Maison-Blanche. Et donc aujourd'hui, nous avons des Américains qui estiment que oui, on a trop joué le gendarme du monde, on a trop joué, comment on dit, en termes de politique extérieure, on a trop investi à l'extérieur. Vous avez des Américains qui pensent que bon, il est temps qu'on ramène nos soldats à la maison, il est temps qu'on règle ce problème d'immigration en y construisant une clôture, un mur. Il est temps. Et Donald Trump, je pense qu'il a trouvé, comment on dit, cette belle fenêtre en s'accrochant véritablement à ce genre de discours pour se montrer très préoccupé de la vie des Américains et de proposer ce que nous avons entendu ces derniers jours. Vous savez, lui, sur la question de l'immigration, il n'y a rien à faire. Dès qu'il sera élu, il va, comment on dit, dégager une bonne partie de migrants de son territoire. Le pétrole n'a pas non plus, lui ne croit pas à ces histoires de climat. En tout cas, je reprends ces expressions. Pour lui, c'est une histoire, c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Donc, toutes les personnes qui pensent que le monde est secoué par les enjeux climatiques, ça n'est pas son problème, c'est le pétrole, encore le pétrole, voyez-vous. Et donc, ce genre de discours, vous avez une bonne partie aujourd'hui des Américains qui pensent que c'est la meilleure chose qu'il faut pour les États-Unis. On va parler de ce troisième axe, notamment
La challenger de Donald Trump, c'est une femme. C'est la deuxième fois, pardon, que une femme arrive à ce niveau-là, la compétition électorale aux États-Unis. J'avoue que c'est un système de longue haleine pour arriver à ce niveau-là. Et donc, Harris a été en griffe repêché, puisqu'au départ, Joe Biden devrait être quand même celui qui porte l'étendard des démocrates à cette élection-là. Frank, c'est la deuxième chance pour les États-Unis. Est-ce qu'ils vont la saisir après celle de Hillary Clinton? On attend de voir. Ce n'est qu'une histoire d'heure maintenant. On verra au bout de. Vous avez des données devant vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, moi je pense qu'elle a rencontré assez de difficultés au cours de sa campagne. Les meetings ne se sont pas déroulés comme cela se doit. Personnellement, c'est une candidate que moi j'admire beaucoup. J'aime son discours qui est plutôt rassembleur. C'est vrai que lorsque vous fouillez dans le passé de l'homme, on m'a confié que sur certaines questions, elle a été très intransigeante. Peut-être qu'elle n'a pas vu venir un jour se retrouver à cette c'est pourquoi je vous conseille vivement de bien mesurer vos analyses, parce que demain vous ne savez pas où est-ce que... Oui, c'est ce que je dis. En tant que journaliste, on conseille d'avis. Oui. Et donc, elle a été très intransigeante. Voilà, j'y arrive sur certaines questions et ça pourrait la rattraper aujourd'hui. Elle est venue, à mon avis, sauver une situation parce que Joe Biden, fatigué, ne pouvait pas faire l'histoire. Moi, je pense qu'elle aurait pu avoir plus de poids dans cette compétition si on avait eu le temps de préparer un peu. Parce que des élections aux États-Unis, ce n'est pas chez nous, un homme providentiel vient, prend le pouvoir, opérateur économique, exerce le pouvoir, s'enfonce dans le milieu politique, devient politique par la force des choses. Non, ça se prépare, c'est un processus. Je vous ai dit tout à l'heure que Donald Trump n'a jamais lâché les choses depuis qu'il a été débarqué de la Maison-Blanche. Et donc, c'est un processus là-bas. Et ça n'a pas été, à mon avis, suivi. Ce qui a fait que toutes les chances ne sont pas du côté de Kamala Harris. Maintenant, la philosophie des Américains lorsqu'il s'agit de femmes, puisque une première fois déjà Hillary Clinton n'a pas pu réaliser le rêve, je ne sais pas si cette fois-ci on va miser sur disons la gente féminine. Ça va être un peu difficile lorsqu'on consulte un peu les sondages. On attend de voir et c'est là tout l'enjeu de cette élection. Est-ce que les Américains iront vers une femme? Point d'interrogation. Bon, je pense qu'il revient aux Américains de décider de qui sera le prochain président. On ne veut pas décider à leur place, on est en train de faire des analyses. Donc, oui. je pense qu'on l'appelle la candidate de dernière minute. Voilà, selon certaines indiscrétions, elle ne s'y attendait pas. C'est d'ailleurs pour ça que la campagne a été très difficile pour elle. Et je pense qu'avec les bousculades de Donald Trump, qui a fini par l'entrer dans sa stratégie parce qu'à un moment donné, elle n'a pas eu le temps de présenter son programme. Elle devrait répondre aux attaques de Donald Trump qui venaient de façon régulière et très insistante. Donc, in fine, je pense que elle devra justement, comme on dit, pour le peu qu'elle a fait, parce que comme vous l'avez relevé, on ne vient pas à être 49e vice-président des États-Unis sans un parcours, sans une certaine considération des Américains. Et voilà. Et comme ça se passe chez eux avec une grosse machine politique derrière, je pense aussi qu'elle a eu le soutien des anciens présidents démocrates qui l'ont véritablement soutenu. Et nous savons que c'est un discours plutôt universel du côté des démocrates sur la question des armes à feu, la question de l'avortement, de l'immigration, qu'il a rattrapé malheureusement. Franck l'a relevé parce que quand elle était procureure, elle menait une chasse terrible contre les migrants. Elle ne pouvait pas s'imaginer un jour, aujourd'hui, étant dans la quête du pouvoir, et nous savons combien la question de l'immigration, elle est importante dans le débat politique. Ça a été compliqué pour elle d'échanger avec des gens qui, pour la plupart, ont immigré aux États-Unis et qui aujourd'hui ont changé de nationalité et qui doivent voter pour elle. Donc il y a beaucoup d'équations qu'elle n'a pas pu régler tout au long de sa campagne. Est-ce que cela ne va pas participer de façon négative dans ce qui sera décidé dans cette journée? Pour le reste, je pense qu'elle est restée remarquable quand même pour le poste qu'elle a occupé aux côtés du président
Joe Biden, on n'a pas entendu trop de scandales, contrairement à Hillary Clinton qui a été secouée par les affaires de mail. Je pense que le plus important aux États-Unis dans une campagne électorale, c'est quand vous n'êtes pas secoué par une affaire et qu'on Donald Trump, il en a beaucoup. Bon, lui, il est habitué, vous savez. C'est le boss des scandales. C'est ce qui est intéressant dans ce jeu, vous savez. Et qui nous ramène à une démocratie avec des institutions fortes. Voilà un candidat qui est pratiquement plusieurs procédures judiciaires devant plusieurs procureurs dans différents États, mais qui a réussi à franchir les marches. Il a parlé d'acharnement politique et la preuve sur un certain nombre de procès quand même. La justice américaine, je crois qu'elle est indépendante, a pu montrer qu'il était loin de ce qu'on lui reprochait dans le fond. Non pas qu'il est blanc comme neige, hein. On connaît le personnage, on connaît le profil, on connaît la carrière, on connaît surtout... Mais sous les tropiques, vous savez, nous avons quand même un président qui est au pouvoir, dont le parti cherche une reconquête, avec un adversaire qui est dans plusieurs dossiers judiciaires. Vous savez, vous savez comment ça se passe. C'est pas évident qu'il dépose la candidature juste que la candidature soit validée et il fait encore campagne, c'est extraordinaire. Est-ce que quelque part, Harris n'a pas gagné déjà la présidentielle? À se réveiller un matin pour être, je dois dire, la candidate des démocrates, tenir autant sur la distance, mobiliser autant de ressources à la fois humaines, à la fois financières, mais aussi personnelles, intellectuelles, morales, physiques à son niveau, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Elle a déjà remporté une partie, en tout cas, de la bataille. Oui, votre question est déjà la réponse parce que, effectivement, vous avez vu comment elle a démarré sa campagne. D'abord, elle est venue prendre l'image d'un parti qui était présenté comme un parti faible, un parti fébrile, parce que le chef de l'État qui incarnait ce parti au sommet de l'État, à un moment donné, a commencé par faire preuve de faiblesse. Et les Américains ne voyaient les démocrates que comme des faibles à un moment donné. Et voilà Hillary, une femme qui vient donner l'image, qui vient donner une autre image de ce même parti politique. Faut-il rappeler, elle a rattrapé le gap qu'il y avait déjà de Biden et Donald Trump, parce que Donald Trump prenait le large. C'est exactement là où je dis qu'elle a fait des merveilles. Elle a fait des merveilles, c'est vrai que c'est pas elle seule, il y a toute une machine derrière. Mais elle a pu faire des merveilles en un laps de temps et je pense que c'est déjà une image assez intéressante, contrairement à ce que nous avons vu pour la première fois avec Hillary Clinton, qui très tôt a commencé par baisser en sondage à cause du scandale que nous avons connu. Donc, quand vous êtes face à une femme comme ça, qui, a priori, j'ai entendu tout à l'heure, Franck dit qu'elle ne s'était pas bien préparée. Moi, je pense qu'elle a, contrairement à Franck, je pense qu'elle s'est bien préparée. Autrement, face à un Tony Truant, Donald Trump, elle n'aurait pas pu tenir jusqu'à ce moment-là. C'est parce qu'elle a été bien préparée qu'elle a su contourner parfois même des insultes directes et elle a su canaliser son énergie sur ce qui est important. Mais quand, au-delà de tout, je regarde aussi les secteurs qui l'accompagnent, je me dis qu'elle a raison d'avoir ce résultat. Elle est avec, par exemple, les énergies renouvelables et qu'on sait aujourd'hui que quand on parle du monde en général, les énergies renouvelables aujourd'hui commencent par être l'une des économies les plus importantes du monde. Quand nous savons également que quand on parle des finances vertes, c'est aussi important. La construction, la technologie, c'est aussi important. C'est vrai que elle a été rattrapée par sa force, ou du moins la manière dont elle a traité, avec un peu de légèreté, ou sinon trop de sévérité, la question de l'immigration. Mais à part cet aspect-là, on voit une femme forte. Et donc, les États-Unis aujourd'hui se retrouvent à la croisée des chemins. Pourquoi la croisée des chemins? Ils ont eu une première chance avec Hillary Clinton, qui n'a pas marché. Mais aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent face à une femme qui montre une détermination farouche des démocrates à imposer, ou du moins à faire élire une femme à la Maison-Blanche. Est-ce que les Américains sont suffisamment prêts? Parce que c'est aussi le côté mental de l'homme grand H et l'homme petit H, pardon, c'est-à-dire l'homme qui se dit, est-ce qu'une femme va me diriger, qu'on le veuille ou non? Cet égo, c'est une nation émancipée là-bas. Qu'on le veuille ou non, cet égo reste. Qu'on le veuille ou non, cet égo reste. Non, c'est qu'on le veuille ou non, cet égo reste, quel que soit le niveau de démocratie. Cet égo reste. Donc, est-ce que les Américains sont suffisamment prêts pour pouvoir franchir ce cap? Moi, je pense qu'elle a bien fait son combat jusque-là. Et j'espère vivement voir une femme
à la Maison Blanche pour voir un peu comment elle va diriger. Parce que le rêve, au départ, c'était d'avoir d'abord un président noir, ce qui fut fait. Et on a finalement eu Barack Obama. Et le second rêve, c'était d'avoir également une femme à la Maison Blanche. Et est-ce qu'on est actuellement à l'entrée de ce rêve? On attend de voir. Qui a fait ce rêve? Lequel? De voir une femme à la tête. Ah ben, je sais pas, on va demander à Ben écoutez, il y a eu ce rêve-là. Les gars, merci beaucoup. Ah oui, vous en avez fait apparemment, il trottine dans mes rêves. Ah, tiens. Vous devrez faire très attention désormais pour vos rêves. Il devrait comprendre ça. Bonne journée, les gars. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.